ce problème, de développer la prévention, de développer le recyclage. Parce que ce n'est pas un vain mot de dire on va développer ceci, on va développer cela. C'est que derrière, il y a des vraies décisions. Soit qu'on prend, soit qu'on ne prend pas, dans telle direction ou dans telle autre. Je m'explique. Par exemple, la ville de Besançon, à l'heure actuelle, est une collectivité qu'on peut qualifier, somme toute, d'exemplaire. Je ne sais pas si ce mot est très adapté, mais c'est celui qui est consacré. Besançon est une ville qui atteint une performance de 150 kg de déchets résiduels par an et par habitant à traiter. Ce qui est très peu et ce qui est 120 kg en dessous de la moyenne française. Donc, alors, ça peut paraître un peu anodin comme ça, 270 versus 150 à incinérer. Néanmoins, à l'échelle d'un pays, évidemment, si toutes les collectivités atteignent cette performance-là, le besoin d'exutoires, donc décharges, incinération et même centres de recyclage est évidemment drastiquement modifié, en l'occurrence à la baisse. Bon, et Besançon, ça ne s'est pas fait tout seul. Évidemment, il y a eu des décisions, des politiques publiques qui ont été mises en œuvre. En particulier, un outil qui marche bien, en tout cas dans ce genre de collectivité, c'est ce qu'on appelle la tarification incitative, c'est-à-dire indexer une partie de la facture payée par l'usager, pas 100%, juste une partie, parce que les frais de collecte, bon, ceux-là, ils sont ce qu'ils sont, mais le frais de traitement, indexer une partie de la facture sur la quantité de déchets produites. Bon, c'est quelque chose qui est très sensible, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses autour. Est-ce que ça n'augmente pas les déchets sauvages? Est-ce qu'il n'y a pas des incivilités de Monsieur Michu qui va chez le voisin? Bon. Ça peut arriver, mais il se trouve que dans toutes les collectivités qui l'ont fait, et à l'heure actuelle, ça représente 5 millions de Français sur le territoire, donc ce n'est pas quelque chose, si vous voulez, tester dans un quartier ici ou là. C'est quelque chose qui fonctionne et qui permet de baisser à peu près déjà de 20-30% la quantité de déchets résiduels à incinérer ou à mettre en décharge. Donc si vous voulez, c'est un outil, on l'utilise, on ne l'utilise pas, la performance derrière n'est pas du tout évidemment la même. Besançon l'a fait, ça a été un outil très important pour avancer dans cette direction-là. Alors c'est évidemment une décision politique qui ensuite amène un certain nombre d'éléments techniques. Il faut, en termes de fichiers, en termes de bacs, etc. Bon, c'est une grosse organisation. Évidemment, il n'est pas question de dire que tout cela est facile et se fait en un claquement de doigts. Il y a d'autres décisions qui peuvent avoir un impact très fort. C'est par exemple la collecte des biodéchets. Bon, moi je suis à Paris, je n'ai pas la chance d'avoir un jardin ou un composteur en pied d'immeuble. Il faut que Paris, à un moment donné, me propose une collecte séparée. Alors soit dans les rues, d'ailleurs Paris le fait avec les stations Trilib parce qu'il y a un manque de place dans certains immeubles, etc. Soit en collecte séparée, et là il y a beaucoup de villes, soit en France, Lorient par exemple, soit à l'étranger, San Francisco, la grande ville, le pays ultra-capitaliste qui se met à collecter ses biodéchets en porte-à-porte. Bon voilà, donc, c'est intéressant de voir que c'est les Américains qui commencent, je ne sais pas, mais en tout cas qui communiquent beaucoup aussi sur ce sujet, en allant toquer à la porte des grands hôtels, en disant « moi maintenant je vais te facturer au poids et tu as intérêt à composter tes biodéchets ». Bon, c'est quasiment cynique. Bon, voilà, c'est assez intéressant. Donc vous comprenez que toutes ces décisions, ces vrais outils, selon qu'ils sont en place ou pas, évidemment, demain changent radicalement la donne en matière de gestion de déchets. On pourrait développer beaucoup sur le rôle des collectivités. Il y a évidemment un gros rôle d'animation de la vie associative, un rôle de sensibilisation des citoyens, ne serait-ce que sur le geste de tri, évidemment. Si demain, chaque Français trie correctement ses déchets, là aussi, c'est quand même quelques centaines de milliers de tonnes de déchets qui ne seront plus à éliminer. Il y a beaucoup de méthodes d'animation, on va dire, à l'échelle d'une collectivité. Ce qui fait beaucoup parler à l'heure actuelle, par exemple, c'est Roubaix avec son défi famille. C'est-à-dire, leur stratégie, ils ont commencé comme ça, en disant, bon, c'était il y a 3 ans, on va sélectionner 100 foyers, 100 familles, donc 300-400 personnes par an. Et puis, on va leur donner quelque chose pour peser, on va faire 5 ateliers par an avec des bons conseils, etc. Bon, ça fait partie des projets qui montrent que, sans sélectionner des familles complètement écolo, radicales, ils ont atteint des performances intéressantes. Et chaque année, ils remettent ça, 100 familles. Et puis là, on en est à la 3e vague, 100 familles, sachant qu'évidemment, une famille, bon, vous touchez une famille, vous touchez le cercle qui va avec, c'est bien le but en fait. Et donc Roubaix, petit à petit, développe sa politique, ensuite avec les écoles, avec les commerces, etc. Et c'est comme ça qu'ils vont animer la politique locale, sachant qu'une ville comme Roubaix n'a plus la compétence en fait service public, donc collecte et traitement. Donc ils font avec les moyens, on va dire, et les compétences du bord. Maintenant, on va dire que la balle est renvoyée, en l'occurrence pour Roubaix, à la métropole de Lille.
Et donc, le jour où l'île passe cette étape-là, eh bien, vous comprenez que ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont concernées, et c'est là que ça avance. Le contexte est très évolutif. Vous aurez peut-être entendu parler de la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui est passée en 2015, avec 7 chapitres absolument fleuves, ce qui fait que j'ai bon espoir de ne pas être licencié dans les prochaines années pour cause d'absence de travail. Il y avait tout un titre qui concernait l'économie circulaire et qui imposait de nombreux objectifs, les pourcentages, on ne sait jamais trop ce que ça vaut en termes de droit, mais de nouvelles obligations, et notamment sur les collectes séparées des biodéchets d'ici à 2025. Donc là, on est en plein dedans. C'est pour ça que je vous dis que le train, il faut monter dedans maintenant, parce que les obligations sont là, et si on veut être dans les clous, c'est dès maintenant qu'il faut se lancer. Et voilà, Paris, c'est ce que fait Paris avec un plan ambitieux et qui commence à être mis en œuvre. En tout cas, sur les biodéchets, ça arrive cette année. Dans ce contexte-là, maintenant, ce sont les régions, alors je vous passe le millefeuille administratif, mais ce sont les régions qui, d'ici les 2 prochaines années, doivent élaborer ce qu'on appelle des plans de prévention et de gestion des déchets, tous déchets confondus hors nucléaire. Alors là, on passe dans le gros de la politique publique, j'ai envie de dire. Hein. Monsieur travaille dans une région, non? C'est ça? Je voyais un sourire complice. Donc les 13 régions métropolitaines et les autres dans les territoires d'outre-mer ont l'énorme responsabilité d'identifier tous les flux de déchets qui sont produits sur leur territoire, donc que ce soit des déchets recyclables, les incinérateurs, les décharges, les biodéchets, les piles, les textiles, etc., tout ce que vous voulez, et de dire, OK, on va ouvrir telle installation ici, on va fermer telle installation là. Et alors ces plans, ça peut paraître aussi très anecdotique, parce qu'on se dit, bon, c'est du papier, etc., sauf que c'est le document opposable qui, derrière, va dire aux collectivités, toi, ton incinérateur, tu ne le reconstruis pas, toi, il va falloir que tu l'étendes, toi, il faut que tu baisses la capacité, idem, station de compostage, idem, traitement des textiles, autant de flux de déchets que vous pouvez imaginer. Donc ce travail commence, nous, évidemment, on se met dedans avec nos assos locales. Et c'est là qu'on va voir si, finalement, les régions décident de prendre en main cette compétence et surtout ce rôle, nous, qu'on espère fortement, d'animation de la politique locale, en disant aux élus locaux, il faut développer ta tarification incitative, il faut faire un programme de prévention, il faut développer telle collecte, etc. Ça, je ne peux pas vous en dire plus. On verra. Voilà. Et puis, alors, le haut, vous avez constaté la gradation, on part du bas pour arriver en haut, à savoir l'État, rajouter l'Union européenne si vous voulez ou pas, c'est la prérogative suprême de puissance publique de réglementation, l'État et l'ADEME, qui ont, je dirais, les grands outils de politique publique pour accompagner une démarche très forte de réduction des déchets. Il y a évidemment l'outil fiscal. Je pense à combien on fait payer la tonne de déchets mise en décharge, combien on fait payer la tonne de déchets mise en incinération pour essayer d'inciter, de renchérir ces modes de traitement des déchets. Il y a une réforme là-dessus en fin d'année dernière qui renchérit le coût de la mise en décharge. Donc ces leviers-là sont très importants parce qu'évidemment, ils orientent les décisions des collectivités locales qui, avant de reconstruire telle ou telle infrastructure, font leur petit calcul, tant de tonnes fois tel taux. Évidemment, derrière, les décisions peuvent c'est pas automatique, ne pas être les mêmes. La fiscalité, c'est aussi la fiscalité du travail. Je crois que l'exemple suédois sur la TVA concernant la réparation est quelque chose qui a beaucoup tourné. C'est des choses qui peuvent se discuter aussi en France pour soutenir tel ou tel secteur. Bon, on verra après des échéances que vous connaissez. Et plus globalement, l'État a un rôle d'orientation. Et je crois que il y a eu des bonnes orientations, en tout cas depuis 2015, avec Madame Royal, qui a lancé des appels à projets pour les collectivités, pour les entreprises. Donc c'est un secteur qui bouge. Il faut certainement encore approfondir ce rôle d'orientation, parce qu'on ne parle pas de quelques millions d'euros. La transition est quand même assez importante. Donc l'État a ce rôle de donner une impulsion. Et puis, ça peut peut-être fâcher, on en arrive pour la conclusion aux choses qui peuvent être un peu plus difficiles à faire passer. C'est évidemment le pouvoir de réglementation et d'interdiction, le cas échéant. Alors, vous avez vu passer les sacs plastiques. Bon, c'est évidemment un impact environnemental assez important des sacs plastiques, et néanmoins, c'est une partie infime de la gestion de la production de déchets. Est-ce qu'on ne pourrait pas poser, en tout cas, la question d'interdire, à échéance, en donnant des années, un certain nombre
un certain nombre d'objets, de flux de déchets. Je prends l'exemple qui clive énormément. Bon, c'est la Nespresso. Évidemment, interdire Nespresso, ça ne va pas résoudre la question des déchets. Sauf que vous comprenez que dans cette hiérarchie des modes de traitement, prévention, recyclage, etc., je recycle ma capsule Nespresso. Je n'ai rien contre Nespresso, c'est un exemple qui parle. Il y a des alternatives. Aujourd'hui, vous pouvez boire du bon café sans passer une capsule d'alu, 3 capsules d'alu par jour. Bon, ça, c'est des questions qu'il faut poser. Et j'ai envie de dire, c'est un débat de société politique qui s'applique à évidemment beaucoup d'autres choses. Les déchets du BTP, est-ce qu'il ne faut pas interdire certains matériaux toxiques, par exemple dans les meubles, qui empêchent le recyclage des meubles. On pourrait parler des textiles, bon, voilà, beaucoup de choses. Au final, et moi je vous ai parlé là un peu de l'aval, la production de déchets, qu'est-ce qu'on en fait, combien de tonnes, essayer de réduire les déchets résiduels. Ce dont on se rend compte, ce qui est très intéressant, c'est que dans les gens qui ont des démarches de réduction radicales, prenez ce mot au sens premier du terme, très fortes, il reste des choses qui simplement ont été mal conçues souvent, en tout cas pour les déchets ménagers. C'est vrai pour les emballages, c'est ce que les gens voient le plus. C'est vrai aussi pour un certain nombre de meubles, voilà, qui contiennent des peintures, des produits toxiques. Et là, il y a un effort, dernier acteur, des industriels, de reconception. Nous, c'est ce qu'on appelle l'éco-conception, qui est une demande très très forte et qu'on va vraiment porter encore plus fort dans les prochaines années. On siège dans ce qu'on appelle des filières REP, la responsabilité élargie des producteurs. Ce sont les metteurs en marché de certains secteurs, typiquement on va dire les meubles, qui cotisent à un éco-organisme qui lui-même refinance les collectivités pour la prise en charge des dits déchets de meubles. C'est vrai pour une vingtaine de filières. Vous avez ça pour les emballages. Bon, il se trouve que dans ces filières-là, les objectifs d'éco-conception sont pour l'instant très faibles. Moi, je siège dans celle relative aux meubles. Vous parlez de malus, vous avez peut-être vu passer le cas des bouteilles de lait non recyclables. C'est quelque chose qui, en réunion, je me prends une volée de bois vert à chaque fois. Néanmoins, c'est ça la réalité. C'est qu'il y a des meubles qui sont résistants, il y en a qui ne le sont pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait des meubles qui ne tiennent pas la route ? Il y a des meubles qui sont facilement recyclables, facilement démontables ou pas, parce que c'est des critères très importants. Quand vous avez des bennes entières de déchets à traiter, on n'est pas à démonter buffet après buffet. Bon. On est sur l'éco-conception qui va véritablement permettre de passer cette étape, de réduire de millions de tonnes de déchets, ou pas, hein, selon qu'on s'en saisira. Et là, la balle est renvoyée évidemment à toutes les parties prenantes. L'État, c'est là son pouvoir de contrainte, il participe à la rédaction des cahiers des charges. Nous, on propose, mais évidemment, ce n'est pas nous qui mettons le tampon à la fin. Et les industriels, dont certains commencent à faire de l'éco-conception, et d'autres n'y sont pas du tout. Donc là, voilà, c'est la grosse solution, finalement, quand on regarde le fond de la poubelle, et qui, je dirais, transcende les différents types de déchets. Ne voyez pas que l'emballage, évidemment, qui reste dans votre poubelle. C'est un impact environnemental important. Voilà, l'incinération du plastique, c'est quand même pas la joie, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres types de déchets. J'espère que je vous ai laissé un panorama le plus complet possible en 30 minutes. Je suis disponible si le timing est serré, j'ai vu quand vous m'avez envoyé le truc, c'est ça. Donc je suis à côté si vous voulez pour en discuter. Alors, zéro déchet ne veut pas dire zéro question. Hein, donc il y a de la place pour 2 questions, comme ça on mettra. Il faut quand même que les gens puissent exprimer. En tout cas, je vous remercie de votre attention.